Bon, donc on est à une centaine de jours de l'élection présidentielle et je suis partagé entre deux réactions par rapport au programme, puisque c'est des programmes dont je vais vous parler pendant ces quelques minutes. La première, c'est la critique que chacun, c'est une floraison de propositions, une sorte de registre à l'après-vert. C'est évidemment, il n'y a pas le moindre calcul de financement, d'équilibre budgétaire, aucune vision de ce que peut être l'impact de ce que nous sommes tous en train de dire, c'est-à-dire les évolutions de l'international, du prix du pétrole, etc., etc. Et puis, je suis par ailleurs saisi d'admiration, car nos candidats, sans le savoir exactement comme M. Jourdain, font de la théorie économique, ils affleurent des sujets avec un talent qu'on ne souligne pas assez, et je sais ce dont je vais vous parler sur trois thèmes qui sont absolument vitaux. Alors, au-delà du regard un peu ironique sur ces sujets, je pense que pour les journalistes, pour la discussion des 100 jours qui viennent, il nous faut absolument nous centrer sur ces trois thèmes-là parce qu'ils sont fondamentaux. Ces trois thèmes, c'est le chômage technologique, il a été évoqué, je ne partage pas toutes les positions de mon camarade de droite, mais il est évidemment en tout cas en question de façon forte. Le deuxième thème, c'est celui des rapports entre le risque et la rente. Et le troisième thème, c'est le choc démographique ou la transition démographique. Ce sont trois sujets qui sont affleurés par nos candidats, qui sont traités de manière souvent, j'allais dire, non réellement approfondie. Et pourtant, c'est sur ces trois sujets-là qu'il va nous falloir réfléchir. Le premier, c'est cette affaire de choc technologique. Vous avez tous constaté que tout le monde regarde avec admiration Benoît Hamon, peut-être a-t-on raison, je retiens enfin son nom, Benoît Hamon, tout simplement parce qu'il parle du revenu universel et qu'on a l'impression que c'est une idée originale, qu'elle est forte, etc. Moi, je veux dire, sur ce thème-là, on peut tout à fait discuter de ce thème. Ce qui est très curieux dans l'affaire de la proposition de Benoît Hamon, c'est qu'elle est fondée sur une vision qui est une vision, à mon avis, très discutable. C'est très important de le voir. C'est cette idée que la fin du travail est devant nous, vous savez, à la Jérémy Rifkin, et que ce débat que tous les économistes, c'est une littérature que je connais assez bien, depuis 2 siècles et demi traitent au trébuchet, qu'est-ce que donne dans le temps l'évolution du progrès technique ou des chocs technologiques sur la croissance et sur l'emploi. C'est un sujet qui est extrêmement difficile. Il y a des versions un peu naïves, à la Jérémy Rifkin, tout le monde pourra enfin se reposer définitivement. Il y a des visions assez consolidées, c'était dans notre jeunesse, c'était celle d'Alfred Sauvy. Vous vous souvenez, l'idée est assez simple. Vous baissez le prix le coût de production d'un objet, ceci donne du pouvoir d'achat, un peu comme pour le pétrole. Ceci permet à ce moment-là, pour peu que les élasticités de demande soient suffisamment favorables, de créer plus d'emplois qu'on en a perdu dans des secteurs qui vont se développer et qui, etc., vont pouvoir permettre de rééquilibrer la balance. La version de Sauvy était une vision, j'allais dire, peut-être trop instantanée. Il y avait une sorte de passage automatique du négatif au positif. La réalité, ce que tout le monde, me semble-t-il, a en tête depuis 2 siècles et demi. Il faut bien savoir que M. Hamon, il faut absolument qu'il ait conscience du fait qu'il est un maillon d'une chaîne longue de réflexion, et sa réflexion est très approfondie sur ce thème, c'est de se dire qu'au fond, il y a vraisemblablement un choc, ce que nous vivons, ce qu'on appelle la stagnation séculaire aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être l'idée que l'impact de la technologie est négatif dans un premier temps, et puis, comme le montre tel ou tel, ça, au fond, se crée de nouveaux emplois. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à quelqu'un de déclarer définitivement, urbi et torbi, que ceci conduit à terme, court, à la fin du travail? C'est quand même une aimable plaisanterie. Et il faut bien que vous compreniez que la discussion doit avoir lieu parce que la vision que nous avons de l'ubérisation est souvent, j'allais dire, de constatation. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Comment traiter le problème des taxis par rapport aux Uber? Comment traiter les problèmes, au fond, de ceux qui, aujourd'hui, suppriment des emplois avec un discours parfois un peu lénifiant, mais qu'il faut peut-être traduire dans les faits de création d'emplois? C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est risque et rente. Le thème
là aussi, qui est abordé évidemment de manière peut-être plus, comment dire, plus approfondie par Macron. Donc, je vais en citer trois. C'est cette idée que, au fond, la théorie économique nous indique que l'équilibre investissement-épargne se fait à un certain niveau. Ma conviction, mais c'est un débat qu'on a eu depuis longtemps, c'est qu'il y a une épargne abondante au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français. Simplement, elle est supérieure et santé à l'investissement nécessaire, simplement, elle ne veut pas s'investir dans le risque, tout simplement parce qu'elle est détenue par des gens qui sont averses au risque, c'est-à-dire ma génération. Et c'est donc ce point-là qu'il faut traiter. Comment le traiter à travers, qui a été très bien traité d'ailleurs par mon petit camarade, c'est-à-dire l'idée que la fiscalité est vraiment majeure, est-ce qu'il faut la mettre forfaitaire, comme on le fait en Suède, etc. En tous les cas, c'est un sujet majeur. Le troisième thème, puisqu'il me reste 1 minute, c'est évidemment le sujet de la démographie et du choc vieillissement en réalité, parce que c'est ça le problème. Il est évoqué par Fillon à travers son analyse de la retraite, à travers son analyse, même si elle a été très maladroite, des problèmes d'équilibre des budgets de santé. Je trouve qu'en tout cas c'est un thème qu'il faut évoquer. N'oubliez jamais ce chiffre, 20% des retraités, 20% de la population française aujourd'hui récupère 20% du PIB en termes d'allocation. Dans 10 ans, j'espère que moi je serai toujours là, mais mes camarades le seront sûrement, ce sera 30%. Est-ce que vous imaginez un pays dans lequel 30% du PIB est canalisé vers des populations de retraités? Évidemment non. Et donc le thème ne peut pas être traité exclusivement dans les termes qu'ils ont été, dans lesquels M. Fillon les a évoqués, et les autres pas du tout. Il faut évidemment le traiter en termes de ce que peut être un contrat intergénérationnel. Une idée pour conclure, l'idée simple que si l'on veut que notre jeunesse puisse avoir accès au logement, avoir accès, j'allais dire, à une capacité de lancer des entreprises, il faut évidemment que derrière ça, il y ait les transferts de patrimoine se fassent plus directement, non pas entre des gens de 80 ans qui décèdent et qui le passent à leurs enfants qui en ont 60 ou 55, c'est très bien, mais évidemment, faire le saut d'une génération, ceci suppose une modification très très profonde de la fiscalité et donc des réflexions. En conclusion, je vais dire que nous sommes peut-être en train d'ouvrir une boîte de Pandore, mais une bonne boîte de Pandore. On va laisser tomber toutes les propositions, la floraison qui ne sert pas à grand-chose, se centrer sur ces trois sujets majeurs pour la campagne présidentielle. Et si on pouvait progresser, on n'aurait pas perdu notre journée.